On traverse certains endroits tous les jours sans connaître leur rôle dans l'histoire. Un pont, une route, une frontière, rien qui retient l'attention. Et pourtant, certains lieux avaient une grande importance parce que l'histoire algérienne ne s'est pas jouée uniquement en Algérie. Elle s'est aussi construite ailleurs, dans des espaces discrets, loin des regards, sans traces visibles aujourd'hui. C'est le sens de cette série. Revenir sur ces lieux ordinaires en Europe qui ont été liés à cette histoire, sans jamais être identifiés comme tels. Aujourd'hui, on est en Alsace, dans l'est de la France, à Strasbourg en particulier. Une région qui comprend plusieurs frontières stratégiques dans la Suisse, la Belgique et l'Allemagne. Une région qu'on associe rarement à la guerre d'Algérie. Comme si elle était restée à l'écart. En réalité, elle a joué un rôle particulier. Ici, la guerre ne se montre pas, elle s'organise. Et pour comprendre ce qui se passe, il faut suivre un trajet simple. Partir d'une ville, Strasbourg, traverser un pont, le pont de l'Europe, et voir ce qui change de l'autre côté vers l'Allemagne. À Strasbourg, la guerre d'Algérie prend une forme très concrète. Elle passe par les hommes qui vivent ici. Des travailleurs souvent installés dans des conditions précaires, regroupés dans des foyers, des hôtels, des quartiers spécifiques. C'est sur cette présence que le FLN construit son organisation. Le mouvement ne fonctionne pas de manière diffuse. Il met en place une structure précise. Des responsables sont désignés, des circuits sont établis, des règles s'imposent. La contribution financière devient obligatoire. Elle permet de soutenir la lutte, mais elle sert aussi à maintenir une cohésion. Dans ce système, chacun est identifié, chacun est attendu et chacun sait qu'il ne peut pas rester en dehors. En parallèle, le MNA de Messali Hadj développe ses propres réseaux. Deux logiques coexistent sur le même territoire avec des objectifs similaires, mais des stratégies opposées. La rivalité est réelle. Elle ne se limite pas à des désaccords, elle se traduit par des tensions constantes, parfois violentes. Dans cet environnement, la stabilité devient difficile. Certains sont surveillés par la police, d'autres sous pression de leur propre camp. La marge de manœuvre est réduite. Pour continuer à agir, une solution s'impose progressivement. Se déplacer, et ici, à quelques minutes seulement, il existe une possibilité. La frontière à cette époque n'est pas une formalité. Ici, on est au niveau du passage. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, dans les années 50, on ne traverse pas cet endroit librement comme je le fais aujourd'hui. Le pont actuel n'existait pas encore. Il est en construction à la fin des années 50 et sera inauguré au début des années 60. Aujourd'hui, on peut le traverser en tramway ou à pied sans aucune inquiétude. Mais à l'époque, on utilise encore un pont reconstruit après la Seconde Guerre mondiale, plus étroit, plus rudimentaire et surtout entièrement intégré à un dispositif de contrôle. C'est un point de contrôle, on vérifie les identités, on observe les comportements, on recoupe les informations. Certains passages sont ciblés, certains individus sont connus. Quand quelqu'un arrive ici, il est peut-être déjà signalé. Il ne s'agit pas simplement de traverser, il s'agit de passer sans être retenu. Tout se joue très vite. Une attitude trop tendue, un document incohérent, un déplacement jugé suspect et l'interpellation peut tomber. Ce lieu concentre une tension particulière parce qu'il représente à la fois une possibilité et un risque immédiat. Pourtant, malgré ce contrôle, les passages existent. Ils sont nécessaires. Sans eux, les réseaux restent fermés dans un espace sous pression constante. La frontière devient donc un point décisif, non pas parce qu'elle protège, mais parce qu'elle ouvre une autre configuration. Et une fois de l'autre côté, le cadre change. Quelques minutes suffisent pour franchir la frontière, mais ces minutes-là ne sont jamais neutres. Elles peuvent permettre de continuer ou de tout arrêter. Une fois la frontière franchie, le cadre change, mais pas le combat. Ce qui disparaît en revanche, c'est la pression immédiate. En France, les réseaux sont surveillés en permanence. Les réunions sont risquées. Les déplacements peuvent être suivis, les arrestations fréquentes. Ici, la situation est différente. L'Allemagne de l'Ouest n'est pas engagée dans la guerre d'Algérie de la même manière. Les autorités observent, mais ne mènent pas cette politique de contrôle systématique qui existe côté français. Cela crée un espace plus souple où les militants peuvent circuler avec davantage de marge. Et très tôt, les responsables du mouvement indépendantiste comprennent
l'intérêt de cet espace extérieur. La Fédération de France du FLN, qui organise toute l'activité en métropole, ne fonctionne pas seulement depuis Paris. Elle s'appuie sur des relais à l'étranger, notamment en Europe de l'Ouest, pour maintenir ses réseaux. Certains cadres s'installent donc temporairement ici en Allemagne. Leur rôle n'est pas d'être visibles. Ils travaillent en arrière-plan, ils assurent les liaisons entre plusieurs villes. Ils coordonnent les réseaux répartis entre la France, la Suisse et la Belgique. Ils veillent à la circulation de l'information, de l'argent, des consignes. On change d'échelle. On n'est plus dans la gestion locale, on est dans l'organisation d'ensemble. Mais le FLN n'est pas seul. Le MNA, qui lui dispute la représentation du mouvement nationaliste, développe lui aussi ses propres réseaux, y compris en dehors de la France. Et cette rivalité ne s'arrête pas à la frontière. Elle se prolonge ici, dans ces espaces plus discrets où chacun tente de maintenir son influence. Ce qui donne à ces lieux une tension particulière, moins visible qu'en France, mais bien réelle. Parce que derrière ces circulations, il y a aussi des luttes d'autorité, des stratégies concurrentes, des équilibres fragiles et surtout, ces lieux ne sont pas faits pour durer. On ne vient pas ici pour s'installer, on vient pour organiser, pour relier, pour préparer, mais on repart souvent dans l'autre sens, parce que l'enjeu reste le même, continuer à exister, malgré la pression. Ce qui fait de cet espace quelque chose de très particulier, ce n'est pas un refuge, c'est un point d'appui. On est ici à Kehl, un lieu de passage, comme il en existe partout. Des bus, des départs, des arrivées, des gens qui passent sans s'arrêter. Et pourtant, pendant des années, ces trajets avaient un autre sens. On ne venait pas ici par hasard, on ne passait pas simplement d'un point à un autre. Chaque déplacement s'inscrivait dans quelque chose de plus grand. Une organisation, un réseau, une lutte qui dépassait les frontières. Ce qu'on a vu aujourd'hui, ce n'est pas une bataille, c'est une mécanique. Une manière de continuer malgré la surveillance, malgré la distance, malgré les obstacles. Et c'est ça qui est frappant. Parce qu'ici, rien ne le rappelle, aucune plaque, aucune trace, aucun signe. Et pourtant, une partie de cette histoire est passée par là. C'est tout le sens de ce travail, revenir sur ces lieux oubliés, ces espaces ordinaires pour faire apparaître ce qui n'est pas visible. Et l'Alsace, dans cette histoire, est loin d'être un simple détail. C'est une région de passage, de circulation, de connexion. Une région où la guerre ne se montrait pas, mais où elle se jouait autrement. C'est pour ça que je vais continuer à travailler ici comme ailleurs. D'autres lieux, d'autres histoires, d'autres trajectoires, toujours dans cette même idée, retrouver les traces d'une histoire qui n'a pas disparu, mais qu'on ne regarde plus.